Phrase de Nietzsche qui dit un bon maître, c'est celui qui apprend à ce qu'on se déprenne de lui. Donc Gerfagnon était d'ailleurs très fier de ça. Regardez le disciple que j'ai eu, c'est Onfray, il ne pense pas du tout comme moi sur plein de sujets. Lui croyait en Dieu, moi pas. Euh, il était de droite, je ne suis pas de droite. Enfin bon, il y avait plein de choses qui éventuellement nous séparaient. Puis éventuellement, parce que c'est pas très important ces choses-là. La droite, la gauche, Dieu, pas Dieu. La ligne de partage, elle n'est pas là. La vraie ligne de partage. Et de fait, on n'accepte plus la notion maître-disciple parce que ça suppose que un sait, l'autre ne sait pas. Que l'un est en position de domination sur l'autre. Bah, oui, moi j'ai aucun problème pour dire quand j'arrive à 17 ans à l'université et que je rencontre Lucien Gerfagnon, oui, j'en sais évidemment moins que lui, puisque lui c'est presque tout et moi je sais rien. Donc il faut accepter ça. Notre époque n'accepte pas ça. Mais quoi, l'inégalité? Mais c'est inacceptable. Mais quoi, la domination? Mais c'est pas possible. Mais quoi, cette relation-là est une relation de servitude. Donc c'est politiquement incorrect de dire que oui, on a eu un maître et qu'on a été son disciple, mais que le disciple, c'est pas celui qui est un mouton bêlant qui va accepter tout ce que le maître aura dit. On garde un esprit critique. Et Gerfagnon, il m'a appris la liberté, l'esprit critique, l'insolence. J'ai beaucoup appris avec lui parce qu'effectivement, il était là, il était présent. Et puis il m'indiquait des choses. Et donc il me disait, tenez, on ferait lisez ça, ça vous plaira. Il m'a fait lire Les Cyniques, par exemple. Il disait, ça c'est pour vous, c'est votre... Il vous plaira, le Diogène. Et donc il me disait, lisez ça, allez voir. Et puis on s'est beaucoup écrit, on a beaucoup échangé. Et ça aussi, c'était en relation avec le... C'était maître-disciple, quoi. Mais moi, je n'ai cessé de penser à lui. Gerfagnon était mon maître, il est toujours mon maître, et il le restera jusqu'à la fin. Et c'est une espèce de fil d'Ariane. C'est ça le maître, c'est quelqu'un qui dans le labyrinthe vous dit il y a un fil d'Ariane, vous pouvez ne pas le suivre, hein, mais vous risquez de perdre du temps, bien sûr, vous allez peut-être trouver la sortie du labyrinthe, mais vous pourrez aussi tomber sur le Minotaure et c'est pas forcément, enfin, je vous le déconseille. Donc c'est quelqu'un qui nous dit quoi lire, quoi ne pas lire, vers quoi aller, vers quoi ne pas aller. Enfin bon, moi j'ai pas perdu de temps à lire les choses inutiles. Je veux dire, quand on a 17 ans et qu'on se forme l'intelligence, c'est pas utile de lire Les mots et les choses de Foucault ou la grammatologie de Derrida. Il vaut mieux lire tout Sénèque, tout Cicéron, tout Marc Aurèle, tout Épictète, et ça vous constitue un être. Donc ce que je suis aujourd'hui, je le suis parce que Gerfagnon a eu lieu, et je lui rendrai hommage toute mon existence. Je l'entendais parler. C'est-à-dire que ceux qui ont eu le privilège de le connaître physiquement, soit en étant ses étudiants, soit en le fréquentant, comme sa fille, on ne peut pas ne pas l'entendre. Et on entend sa voix, cette façon un peu comme ça nasillarde. Et donc lui, il nous apprenait des trucs sidérants, parce que d'un seul coup, on se dit, mais il ne faut pas croire sur parole ce qui est écrit, quoi. C'était aussi, il enseignait le doute, un peu. Bah oui, ça paraît évident, mais juste se dire, bah ouais, il y a des intérêts idéologiques qui font que les gens écrivent des choses, et que c'est pas forcément la vérité, qu'on peut vouloir salir, et qu'on peut cacher la vérité. Et ça, c'était intéressant, cette façon de dire, hop, hop, c'est pas parce que c'est dans un livre que c'est forcément vrai, et c'est pas parce qu'un universitaire se sera appuyé sur 3 livres que pour autant il dira, bah, la chose est dite 3 fois, il dit, ouais, mais ça peut être 3 mensonges. Donc il y avait une épistémologie chez Gerfagnon, une façon de dire, il appelait ça la méthode érudite. Et c'est pas mal, il avait raison. Parce qu'à l'époque, on avait des méthodes qui n'en étaient pas d'ailleurs, qui étaient la méthode freudienne, qui était la méthode marxiste, la méthode freudo-marxiste, la méthode structuraliste. Voilà, c'était la meilleure façon pour faire dire des sottises au texte, quoi. C'est d'aller chercher le complexe d'Édipe ici, d'aller chercher le rapport de classe là, d'aller chercher la structure textuelle ailleurs. Et il disait, non, ce texte-là a un contexte, il a été écrit comme ça. Et on se dit, ah bah oui, effectivement, il y a des enjeux idéologiques, intellectuels, épistémologiques, si on veut parler avec un gros mot, mais c'est ce qu'il nous enseignait. En ce sens, je suis resté un disciple. Et donc cette méthode érudite, c'était une invitation à dire, allez directement au texte, travaillez, méthode érudite, accumuler le savoir sur votre sujet, mais aussi autour du sujet, accumuler votre savoir avec le contexte, et puis vous parviendrez à une vérité beaucoup plus sûrement que si vous allez chercher, je sais pas quoi, en disant Néron, il voulait coucher avec sa mère, il avait des problèmes avec son père, et puis ou les rapports de classe entre les patriciens et les plébéiens à cette époque-là, ce qui triomphait à la fac, les marxistes, les freudiens, etc. Mais lui, il disait non, pas du tout, c'est la nature humaine, c'est ainsi, quoi. Les mensonges, les bricolages, les falsifications. J'ai d'abord des contacts avec Jean Grenier, qui après avoir été mon maître est devenu mon meilleur ami. Et par conséquent, puisque je l'ai rencontré il y a 17 ans, un rapide calcul
me permettra de vous dire qu'il y a 27 ans qu'il est mon meilleur ami. Je gardais aussi des contacts avec tous mes maîtres, car je crois qu'une des fiertés de l'intellectuel est de pouvoir rendre à ses maîtres ce qu'il leur doit et de leur rester fidèle.